À la une ce soir, la météo capricieuse, l'onde tropicale qui devait arroser la Martinique perd en intensité ce soir. Météo France retire la vigilance jaune pour forte pluie qui était en vigueur depuis mercredi. Nous sommes allés à la rencontre de pêcheurs qui s'étaient préparés aux intempéries. Dans votre journal, offrant un point sur la précarité en Martinique, l'INSEE vient de livrer les conclusions d'une étude réalisée avec les données de la CAF. Résultat, plus d'inégalités sociales, les familles monoparentales sont les plus touchées. Nous irons dans ce journal à la Fondation Clément. Le photographe Jean-Luc Lagarrigue est en exposition jusqu'au 28 juin. À l'affiche, son œuvre composée de photos, notamment de son enfance sur une habitation. Et puis, il sera question de sport avec le Grand Prix du développement durable et solidaire. Deuxième étape aujourd'hui aux Anses d'Arlet. Victoire de Cédric Eustache après un circuit d'une centaine de kilomètres. Et puis notre invité ce soir, Eddy Marajo, il viendra nous parler de son magazine Historial qui revient sur plusieurs événements qui ont marqué l'histoire de la Martinique mais aussi de la Caraïbe. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Voilà pour le menu. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez également le suivre en direct sur notre page Facebook. Quand la météo fait des caprices, la Martinique n'est plus placée ce soir en vigilance jaune pour forte pluie. L'onde tropicale qui devait passer sur notre île est considérée comme moins dangereuse par Météo France. Certains professionnels s'étaient pourtant préparés et avaient réduit leurs activités. D'autres n'ont pas attendu la levée de l'alerte pour profiter du beau temps. Voyez ce reportage de Loïc Régis et de Michel François. Un ciel nuageux mais pourtant d'une grande clémence en ce début de journée. Le soleil rayonne malgré l'alerte jaune pour forte pluie et orage. Inutile de sortir les parapluies et les bottes. Pour l'instant, le temps est au beau fixe. Et j'attends encore les premières annonces du mauvais temps. Le temps, il est beau, hein. Il est beau, bon, ce qui a été annoncé, c'est parce qu'il en est finalement. Depuis mardi, on a annoncé des fortes pluies, comme pour la Guadeloupe. Pour le moment, le temps est au beau fixe, donc effectivement, on continue nos activités. Ici à Bellefontaine, la vigilance jaune est prise au sérieux. Les marins-pêcheurs rentrent le matériel. Près de 20 bateaux sont restés à quai aujourd'hui, les conditions de navigation étant trop dangereuses. Les collègues pêcheurs qui arrivent là, et puis ils disent que la marée est raide, la marée n'est pas bon. Alors ils ont entré hier au soir, alors ils n'ont pas fait rien. Ils ont pas de gazoil, ils ont pas de journée, ils ont pas de tout le bagaille là. Ils avaient annoncé un mauvais temps, on a dû enlever, ranger des bateaux et tout, mais là, comme on n'a rien vu, on remet tout le matériel en place pour pouvoir remettre le bateau sur l'eau. Quand on a besoin de pêcher, ils sont déjà là. Et je pense que dès la semaine prochaine, on va repartir en mer. On va repartir sur les DCP et tout, et puis ça sera cool. À 17h, la Martinique repasse au niveau de vigilance vert. L'onde tropicale ne représente aucun danger significatif. Quelques précipitations sont attendues. Le phénomène reste quand même sous surveillance. On a eu le risque d'avoir cette grosse zone pluvieuse remonter sur la Martinique. Heureusement, elle est restée, j'allais dire, du côté de Barbade, entre Barbade et Sainte-Lucie. Maintenant qu'on sait qu'on est quasiment à l'abri, eh bien, on repasse en vigilance vert. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va faire beau ce soir, forcément, ou cette nuit. On va avoir quelques passages nuageux qui vont se détacher de cette bande. On va avoir quelques pluies par-ci par-là, mais on devrait rester en dessous des seuils de dangerosité, d'où la vigilance vert. Le week-end s'annonce donc pluvieux. Les services de Météo France envisagent un retour du soleil en début de semaine prochaine. Et puis notez que la Guadeloupe, qui était jusqu'à midi en vigilance orange, est repassée, elle, en vigilance jaune. En bref, cette importante saisie de cannabis par les forces armées françaises, 1 tonne interceptée par une frégate de surveillance au large de Sainte-Lucie dans la nuit du 8 au 9 mai. Une belle prise réalisée après plusieurs opérations dans la zone depuis ces derniers jours. 15 suspects ont été interpellés et remis aux autorités judiciaires. La précarité en Martinique en augmentation selon l'INSEE. Une étude basée sur les données de la CAF 2014 montre que l'inégalité s'accroît sur notre île. Les familles monoparentales seraient les plus touchées. L'écart avec la France hexagonale est aussi important. 55% des Martiniquais sont bénéficiaires de la CAF contre 47% pour l'ensemble des Français. Explication, Guy Raphaël René. D'après les chiffres de l'INSEE, la pauvreté gagne du terrain en Martinique. Malgré le niveau de vie qui progresse, les inégalités entre les ménages aisés et les plus modestes ont tendance à s'accroître. Il y a à peu près 20% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc ça fait à peu près 86 000 personnes qui vivent sous ce seuil de pauvreté. C'est important, hein. Le nombre de personnes augmente, mais c'est lié au fait
en partie qu'un certain nombre de personnes les plus qualifiées qui vivaient en Martinique sont allées vivre ailleurs, que ne restent ici que des gens, enfin pas que, mais il reste beaucoup de gens qui sont peu qualifiés et qui n'ont pas les moyens de partir. En 2014, la Caisse d'allocation familiale a versé plus de 181 millions d'euros à 94 000 allocataires, dont 86 000 qui bénéficient du RSA. Des aides qui sont conditionnées aux revenus des ménages. L'augmentation du nombre de familles monoparentales et du nombre de personnes vivant seules est aussi un facteur aggravant. Le fait de vivre seul a tendance à accroître la pauvreté parce que quand on vit à deux, on fait ce qu'on appelle des économies d'échelle. On n'a à payer qu'un seul appartement, qu'un seul loyer. Tandis que si on vit seul, eh bien, on a une seule ressource pour payer un seul loyer. 41% de familles monoparentales, quand il n'y en a que 15% dans la France hexagonale, c'est vraiment très très important. Donc c'est sociétal hein, pour la Martinique. Donc c'est ces évolutions-là liées aussi au fait qu'il y a une décohabitation où les grandes personnes vivent de moins en moins chez leurs enfants et ont tendance à vivre seules. Un contexte particulier en Martinique dans lequel de nombreuses personnes imaginent difficilement une vie décente sans prestations sociales. Vu les problèmes qu'il y a en ce moment, je pense que ce serait trop dur pour certaines personnes qui vivent au bas de l'échelle. C'est pas possible, hein. Il nous faut l'allocation logement, tout est cher. La CAF, RSA, c'est ça, il est un peu difficile pour beaucoup de gens. Ça permet de gérer les urgences, mais je pense qu'on est quand même beaucoup plus serein dans la vie quand on trouve une indépendance aussi de ce côté-là. Même quand on a un emploi au SMIC, c'est pas possible. Surtout avec des enfants à charge, c'est vraiment pas possible. Maintenant, il y a certaines filles qui font des enfants pour avoir la prestation de la CAF. Donc du coup, s'il n'y a pas ça, voilà. Si on donne à tout le monde un travail, un logement, absolument qu'on peut vivre sans prestation. En 2014, 5 Martiniquais sur 10 percevaient au moins une prestation de la CAF et la moitié des allocataires bénéficiaient du RSA. On poursuit ce journal avec cette vitrine pour les artisans d'art. Demain débute la 3e édition du Martisanart à l'hôtel Batelière. 50 artisans martiniquais mais aussi guadeloupéens et guyanais seront réunis. La manifestation dure 2 jours. Les visiteurs pourront ainsi participer notamment à un atelier de création. Ce matin, l'heure était au dernier préparatif. Écoutez ces réactions recueillies par Louis Sabas. Le principe en fait du salon, c'est de valoriser, de montrer au public ce qui se fait en tant qu'artisan d'art sur la Martinique, les différentes créations dans les différents domaines. Donc ça peut être dans l'ébénisterie, dans le textile avec les créateurs de mode, dans la bijouterie, joaillerie avec les joailliers et puis aussi avec les artisans qui font les bijoux fantaisistes. On a aussi des céramistes, on a de la vannerie. Donc c'est vraiment une manière en fait de présenter au public les différents pôle de la création artistique, la création des artisans d'art qu'il y a en Martinique. C'est la 3e édition, ça fait 3 ans que je participe. Il faut dire que Rositica a toujours opté pour les expositions en allant vers les clients. J'aime bien participer parce que, bien sûr, c'est pour le chiffre d'affaires et aussi pour faire connaître et puis pour les échanges avec les collègues aussi. J'attends beaucoup de retombées, surtout beaucoup de clients pour découvrir les produits et pour la valorisation de nos produits. Les gens ne font peut-être pas assez attention à ce qu'on fait chez nous. Ils aiment toujours regarder ailleurs, acheter ailleurs et ne pas mettre en valeur ce qu'on a chez nous. Moi, je préfère acheter fait main, du 100% fait main et qui soit fait chez moi en Martinique. Politique maintenant, notez ce rendez-vous à vivre en direct sur ATV, la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande, à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2h45. Une passation de pouvoir qui sera rediffusée dimanche à partir de 9h30. Et puis ce documentaire qui sera diffusé sur notre chaîne lundi soir. Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, un documentaire qui revient donc sur cette campagne électorale à voir donc lundi soir à 20h sur ATV. C'est l'heure de rejoindre notre invité, Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour parler d'un nouveau numéro de votre magazine Historial. Un magazine édité à plus de 10 000 exemplaires, et sur lequel vous revenez sur différents événements qui ont marqué l'histoire de la Caraïbe. Et en une, pour ce nouveau numéro, vous avez l'histoire du Temple solaire. Comment cette secte a croisé l'histoire de la Martinique?
C'est une secte qui est d'abord une secte tueuse, une secte millénariste, qui a croisé l'histoire de la Martinique dans les années 80. Donc il y a encore beaucoup d'acteurs qui nous regardent ce soir, beaucoup de témoins de cette époque, qui a été extrêmement dure parce qu'elle s'est soldée par la mort de 74 personnes, dont 2 martiniquaises, un docteur et sa fille, sa petite fille de 10 ans, qui ont été tués, parce que le concept de cette secte complètement criminelle était en fait d'aspirer la richesse d'un certain nombre de Martiniquais et ensuite de les pousser au fameux transit, c'est-à-dire au suicide. Mais en réalité, la majorité des suicides en question étaient des meurtres. Et le plus souvent, on a l'impression que la Martinique est loin de ces affaires de secte. Mais en réalité, l'attachement ou l'attirance un peu malsaine des Martiniquais pour tout ce qui est un peu ésotérique, les conduit régulièrement à participer à ce genre de secte. Et pour nous, c'est une façon de tirer la sonnette d'alarme en disant, attendez, il y a encore aujourd'hui des gens qui, sur le territoire martiniquais, profitent ou abusent les Martiniquais, profitent de leur crédulité et puis du syncrétisme religieux pour les mener en bateau et puis finalement prendre leur vie. Donc on refait l'histoire et on raconte cette histoire terrible. Alors, environ 74 morts sont donc les victimes du Temple solaire, une organisation qui vient aussi de l'extérieur. Tout à fait. C'est une secte qui a été fondée notamment par un dénommé Luc Jauré, qui est venu à Martinique, qui a bénéficié de complicité, il faut le dire très clairement, d'un certain nombre de l'intelligentsia martiniquaise. Ce n'est pas les gens les plus modestes qui l'ont aidé. Ces gens eux-mêmes ont été abusés, ils ont été trompés, leur fortune a été aspirée par Luc Jauré. Et c'est une secte qui s'est étendue notamment au Canada. Donc il y a beaucoup de Martiniquais qui, croyant pouvoir passer dans une sphère nouvelle. Enfin, bon, vous connaissez le langage complètement débile. Alors c'est une page assez sombre de l'histoire martiniquaise, l'histoire assez contemporaine, puisque ça date à peine d'une trentaine d'années. années 80-90. Et votre magazine revient notamment sur le crash de Déhay, d'autres histoires également assez sombres. Est-ce que c'est un parti pris de votre revue qui revient sur des événements pas très agréables? Non, alors beaucoup de gens nous disent, ouais, mais bon, est-ce que l'histoire de la Martinique, des Antilles, Guyane, c'est seulement les déchirures, les ruptures, les massacres, etc. Et nous, on répond que c'est d'abord et surtout ça. C'est ça. Et que cette histoire qui montre ou qui retrace qu'ont été les quotidiens soit de nos contemporains, soit de nos ancêtres, n'a jamais été racontée par eux. Donc nous, comme nous sommes les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, nous disons stop. Ce ne sont pas aux Européens ou aux autres de raconter notre histoire, nous allons la raconter. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a un certain nombre de peuples qui ont eu des destins plutôt glorieux. Et là, vous en parlez aussi on en parle dans ce magazine. Notamment les Garifounas, les Kounas, etc. Alors, quelle est la méthodologie qui est utilisée? Est-ce que ces articles ont une portée scientifique? Est-ce que vous êtes entouré notamment d'historiens compétents pour livrer la vérité sur ces événements? Alors, le parti pris est d'abord un parti pris de journalistes. Ce sont des journalistes, donc ce sont des gens qui sont dans l'actualité. Dans les faits. Dans les faits, et qui racontent des faits. Il n'y a pas de prise de position politique, partisane. Nous racontons les faits et nous les rapportons. Et du coup, vous travaillez, vous avez un travail de recherche, de documentation, vous allez aux archives? Énorme. Je passe des heures aux archives départementales. Nous passons, puisqu'on est toute une équipe. Moi, je me suis fait une spécialité de ce type d'histoire contemporaine. Mais on a une équipe élargie qui comprend des journalistes, qui comprend des historiens. Il y a quand même des historiens qui ont fait le choix de travailler avec nous. Je peux citer par exemple Marc Seffil, qui signe ici un très très bel article sur les hommes de couleur de Cuba qui ont été massacrés tout simplement parce qu'ils voulaient échapper au racisme, parce qu'on présente Cuba comme la panacée, mais on sait qu'au début de l'histoire de Cuba, le sort des Noirs à Cuba était catastrophique. Et ces Noirs se sont révoltés et ils ont été massacrés. Donc il y a des historiens, il y a des journalistes.
qui participent à la création de cette histoire. Est-ce que ce magazine a trouvé sa place après ce nouveau numéro? Je crois que vous êtes On est au troisième numéro. On est, alors il faut que je le dise parce que souvent les gens nous disent oui mais bon, est-ce qu'il y a des lecteurs pour ce type de... On est sur une niche de marché. Ben oui, et on a trouvé nos lecteurs, notre lectorat, et surtout au-delà. Alors, je sais que vous êtes passionné par la Guyane, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de Guyanais qui sont abonnés, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont abonnés. Mais ce qu'il faut dire, c'est un magazine qui est aussi diffusé sur les trois départements. Et d'ailleurs, nous faisons des unes de couverture spécifiques par territoire, ce qui, bien évidemment... Pour garder l'identité. Pour garder l'identité des territoires donc sur lesquels... chaque territoire. Merci beaucoup, Eddy Merci Marajo. de me recevoir. Je rappelle que vous êtes directeur de publication d'Historial, qui est édité par la société Open Soft System, un magazine tiré à plus de 10 000 exemplaires que l'on peut retrouver, comme on dit, la formule, chez les bons... Chez les bons libraires, dans tous les kiosques. Merci beaucoup. Merci à vous. Direction la Guyane, la Guadeloupe, pardon, pour la fin de votre journal, pour la suite de votre journal avec cette opération séduction de la société Orma, propriétaire de la centrale géothermique de Bouillon. La structure ne fait pas l'unanimité au sein donc des habitants. Un déjeuner en l'honneur des riverains a été organisé aujourd'hui. Le reportage de Nathalie Dinan, de Patrick Curie et de Moïse Dexter. C'était jour de fête à la centrale géothermique. Le président de la société Ormat, aux commandes de l'usine, souhaitait échanger avec les riverains. Après avoir fait la une pendant des mois, ce déjeuner vient apaiser les tensions. Nous aimerions l'épanouissement de cette centrale, mais au préalable, nous en avons subi vraiment les conséquences inouïes. Tels que le bruit, beaucoup de bruit, etc. Maintenant, il y a l'atténuation. Et nous projetons, nous proposons, nous espérions que cela deviendra de mieux en mieux. Quel soulagement! Un moment de partage et de convivialité, apprécié également par la direction. On se côtoie, j'allais dire, pratiquement sans s'en apercevoir toute l'année. Je sais que notre site, assez globalement, a fait des efforts importants et donc n'est plus à l'origine de nuisances significatives, que nous réussissons à vivre ensemble sans difficulté majeure, mais j'estime qu'il faut savoir s'arrêter de temps en temps et d'une façon très naturelle, très libre, s'exprimer entre nous, que les uns et les autres disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et moi, j'essaierai à chaque fois d'apporter les réponses si je peux les apporter. Un déjeuner qui a permis de libérer la parole, au-delà de faire connaître les évolutions, les lignes directrices, les actions prévues pour les riverains. Le soir, auparavant, je ne savais pas. Je croyais que c'était une voiture qui était devant ma porte. Ça reste 10 minutes et puis ça revient. C'est là on m'a dit que c'est quand ça vibre et ça se fait. Eh bien oui, c'est très important parce qu'il a qu'à fonctionner là pour nous là. Donc il faut nous savoir comment il a fonctionné, il faut nous savoir toutes les machines qu'il y a à savoir quoi. Je suis venu, c'est pour améliorer la température, ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a le toit de ma maison, on doit le réparer. Il y a des fissures dans la maison et tout ça. On avait parlé d'une bonne manière qui est favorable, il n'a pas dit rien de mauvais. Alors si nous comprenons, il faut faire la solution pour les voisins et pour tout le monde. La société Ormat avait mis les petits plats dans les grands et malgré une météo capricieuse, les convives ont passé un excellent moment. Restez avec nous dans quelques instants, votre JT des communes, rencontre intercrèche avec des petits bouts de chou de Fort-de-France au stade de Dillon. Ils ont participé ce matin à une mini-olympiade. Et puis un portrait, celui de Steph Destin, un artiste formateur. Hubert Bornil a pu le rencontrer dans son atelier. Mais d'abord, le sport avec cette deuxième étape du Grand Prix du développement durable et solidaire. Cet après-midi, c'est Cédric Eustache du CCV qui remporte la course de 100 km arrivé aux Anses d'Arlay. Michael Laurent, lui, gagne le maillot rose. Écoutez les deux coureurs au micro de José Lechertier. C'est une victoire, j'étais très motivé déjà. C'est le plus important pour un coureur, c'est d'être très motivé. Donc j'étais très motivé. J'ai cherché, j'ai essayé de courir le plus intelligemment que possible et au bout, il y a eu la victoire. C'est une bonne opération puisque je prends le maillot rose, je sors du maillot rouge au maillot rose. Mais on ne gagne pas, on fait deux. C'est vrai que Ronald il a bien vissé pour moi sous la fin, mais quand j'ai attaqué la dernière bosse, c'était vraiment difficile. Je suis parti en costaud, mais sur le final, c'était vraiment dur et
Ona, il a tout fait pour moi pour m'emmener au sprint, mais il y avait Cédric Eustache qui était très costaud. Je sais qu'il est assez rapide, j'ai lancé très loin, aux 300 mètres, mais bon, c'était tout ou rien et ça n'a pas donné la victoire, mais une belle deuxième place de l'équipe UCS. Et je tiens à remercier les différents sponsors qui sont là avec nous, Blue Car, Handicap et tous ceux que j'oublie. Prochaine étape donc demain, et justement en avant-goût de votre week-end sportif à l'affiche, la fin des Jeux des Îles, la dernière journée du championnat en Régional 1 en football, et puis il y aura également de la pétanque avec le 26e prix de la Caraïbe. L'agenda des sports est signé Karil Chassol. Débutée hier par les scolaires, la 26e édition du Grand Prix de pétanque de la Caraïbe de la CTM se poursuit ce soir. Elle se clôturera dimanche par l'interrégional. Une compétition qui rassemble des boulistes de l'Hexagone, de Monaco, Madagascar et des 3 DFA, et tout cela se passe à Saint-Pierre. Débuté également pendant la semaine et plus particulièrement mercredi, les Jeux des Îles se sont poursuivis aujourd'hui. La clôture de cette compétition est prévue demain, 18h30. Sport collectif en basket, début hier soir du tournoi Guy Margois en Guyane. Chez les hommes, le Golden Lion a battu l'ASC Tours 55-49. Les Joséphins seront opposés ce soir 21h aux Guadeloupéens de l'EDU. Chez les femmes, hier soir, l'US Sinamari a disposé de Bemaou 65-33. Les Guadeloupéennes sont face à la Gauloise depuis 19h. La compétition se clôture demain. En volleyball, les finales de la Coupe de Martinique auront lieu demain au Palais des Sports de Trinité. Chez les femmes, elle mettra face à face l'Éveil et l'Éclair. Au masculin, on aura droit à un derby arlésien à compter de 21h. En handball, les demi-finales allées de la poule des As débutent ce soir. Chez les femmes, à 20h, l'UJ-Redoute sera face à l'USC Citron. Et demain 19h, on aura droit à un alléchant réveil sportif Arsenal à 19h. Chez les hommes, ce soir, 21h30, Sainte-Anne-Cap-110, USC Citron. Et demain, 20h30, Espoir de Floréal, Étoile de Gondo. Toutes ces rencontres se joueront au Palais des Sports de Rivière-Salée. En football, la 26e et dernière journée du championnat de R1 aura lieu demain, 16h. Dans la course au titre, le club franciscain reçoit le CSK Pilote et dans le même temps, le Golden Lion accueillera le Racing. On connaîtra alors le champion 2017 notamment. Chez les femmes, les demi-finales des playoffs retour auront lieu demain, 20h et dimanche, 16h. Sport en bref pour conclure, il y aura de la natation avec une traversée Sainte-Lucie-Sainte-Anne demain, du natathlon jeune dimanche et la 5e manche du championnat de bébéole toujours dimanche. Voilà pour le programme, le développement de toute cette actualité sportive demain dans votre Sport Week-end présenté par Karil Chassol. Et on passe du sport à la culture. Photographie habitée, une exposition accueillie à la Fondation Clément François jusqu'au 28 juin. Des portraits, des paysages issus du travail de Jean-Luc Lagarrigue, photographe martiniquais. Le fil conducteur de l'expo, des photographies qui remontent à son enfance dans une habitation. Louis Sabas a rencontré l'artiste à la Fondation Clément. Regardez son reportage. Des mains, des visages, mais surtout des regards d'hommes et de femmes d'un autre temps, pourtant pas si lointain. L'auteur de ces clichés les a capturés dans les années 70. Il n'était alors qu'un adolescent, mais il a su figer ce qui restait de cette société d'habitation. Mon père, en tant qu'amateur averti, avait son propre laboratoire. Donc très tôt, j'ai appris à développer mes propres films et à les mettre sur papier. Et je suis devenu autonome très rapidement. Mon regard s'est exercé certainement sur l'habitation où laquelle je suis né. Et donc mes premiers sujets ont été très certainement déjà tournés vers les ouvriers de la distillerie et les gens et les personnes qui habitaient la rue Casse-Nègre. La vitrine de l'invisible, l'approche du pays et l'heure du portrait, les 3 chapitres de l'exposition. Une rétrospective du travail fait en Martinique par l'artiste dans sa jeunesse et plus de 20 ans plus tard. Ça a été une première enfance extrêmement riche par la découverte et par ce que je pouvais voir. Et puis petit à petit, les choses qui se mettent en place, les questions qui restent sans réponse, l'histoire de la Martinique est totalement taboue. Et en fait, une volonté à l'âge de 17-18 ans de quitter la Martinique et de ne plus y rentrer. Donc il y a eu quand même une rupture très longue avec le pays. Et la décision à l'âge de 27 ans d'y rentrer.
Entre-temps, j'avais énormément lu, je m'étais renseigné sur l'histoire de la Martinique et il me semblait que petit à petit, je pouvais mettre des mots sur des choses, des situations que j'avais perçues sans jamais pouvoir les nommer. Et le travail photographique pour moi a été de venir récupérer en sorte par la photographie ce que j'avais manqué enfant et adolescent. Des photographies hantées par leur sujet, une présence dans les regards importante pour Jean-Luc de la Garrigue. Ce qui me paraissait très important dans le regard, c'est de créer une espèce de réciprocité entre la personne photographiée et celui qui regarde, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement une présence de la personne photographiée qui me paraît extrêmement important dans ce qu'on peut appeler la relation à l'autre. Monter l'exposition a pris 1 an à l'artiste. Mais il travaille déjà sur d'autres projets qu'il garde secrets par superstition. En attendant, les visiteurs pourront venir s'enrichir des photos couleur ou en noir et blanc à la Fondation Clément jusqu'au 28 juin prochain. Voilà pour ces belles images. C'est l'heure de votre JT des communes. Et on commence avec ces mini-olympiades organisées par la ville de Fort-de-France, relais, parcours en vélo pour des tout-petits issus de 3 crèches de la commune. Objectif, favoriser les rencontres et les échanges entre les différents centres d'accueil. C'était ce matin au stade de Dillon. On voit cela avec Loïc Régis. C'est une bonne chose, c'est vrai que ça permet aux enfants de se défouler, de s'amuser un petit peu et puis de pratiquer un sport. Je trouve que c'est un métier très dur, donc je ne pense pas que je pourrais faire ce métier, mais c'est amusant, c'est drôle. En fait, je pense que si les parents n'étaient pas là, les enfants ils auraient agi autrement. Ils n'auraient pas pleuré autant. L'intérêt, c'est de faire que les enfants puissent sortir des institutions. Et là, nous avons trois crèches regroupées, Volga Plage, Floréal et la crèche de Dillon. Donc à partir de ça, les enfants sont tous ensemble sur ce site, le site du stade de Dillon. Et l'objectif, justement, c'est de leur montrer comment on peut se mouvoir autrement que dans l'institution et puis faire participer les parents et voir comment leurs enfants peuvent s'amuser avec ou sans eux, mais en tout cas participer quand même. Un portrait pour votre JT des communes. Steph Destin, artiste peintre de talent. Ses œuvres sont exposées au Centre culturel de Rivière-Salée du 15 au 23 mai. Un passionné qui consacre une grande partie de son temps à la transmission de son art, notamment aux plus jeunes. Hubert Bornil et Valérie Vincent l'ont rencontré dans son atelier. Regardez. En plein cœur du quartier Blanchard, j'ai pu retrouver l'artiste. J'ai eu cette énorme chance de le découvrir dans son atelier privé, celui qu'on a décrit souvent comme l'artiste peintre d'une grande discrétion, a décidé de s'ouvrir au public à travers différentiels. Steph Destin est un Martiniquais de 59 ans, né à El Biar en Algérie. Très tôt, il a montré des dispositions pour le dessin. Sa première exposition, il la fera à l'âge de 14 ans à Colmar, en Alsace. Puis ce sera le lancement d'une longue carrière. Je suis content de voir l'évolution, de voir que les gens s'intéressent de plus en plus. J'ai vu des gens s'intéresser pour devenir architecte, pour être dessinateur, et donc développer ainsi les métiers du dessin. Il faut reconnaître que l'homme a toujours aimé transmettre son savoir-faire. Aujourd'hui, Steph Destin anime des cours en compagnie de sa fille Stéphanie. Ces tableaux sont un hymne à la nature. L'émotion se lie à la pointe de son pinceau. Le portrait, les corps, le mouvement sont ses thèmes de prédilection. Mon travail est un petit peu dans cet esprit-là. Donc on a des tableaux avec des émotions différentes, mais toujours avec
cette passion, cette envie d'écrire, etc., on peut, au premier abord, ne pas comprendre, ne pas se dire « mais pourquoi il a fait ça, pourquoi, etc. » compte tenu qu'il y a d'autres pièces aussi qui sont beaucoup plus lourdes. Différentiel est le nom de sa prochaine expo. Un grand moment passé en compagnie de l'artiste. Vous l'avez bien noté, Steph Destin sera en expo du 15 au 23. Ça se passe au Centre culturel de Rivière-Salée. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que la Banque alimentaire de Martinique procède à une collecte ce week-end. Vous avez la possibilité de donner des boîtes de conserve, de légumes ou autres dans plus de 22 communes. Plusieurs points de vente participent à l'opération. Ils sont 46 au total. L'opération a pour objectif de récolter des denrées pour préparer 140 000 repas à destination des plus nécessiteux. L'opération a commencé aujourd'hui et dure jusqu'à demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre Antchi et Pays. À tout à l'heure.